C'est un peu atypique comme astrologue, effectivement, mais assez sage, je trouve, quand même, parce que c'est comme ça qu'il faut procéder. Intuitivement, je pense que vous avez une bonne intuition. Intuitivement, effectivement, vous avez bien compris ce que vous pouviez attendre de telle et telle technique, et ben de telle autre, et vous savez, leur donner à chacune la part qui lui revient. Et est-ce que vous basculez parfois de l'astrologie vers justement ces autres disciplines qu'on a évoquées tout à l'heure? Est-ce que vous Lesquels autres? la réflexologie plantaire, la phytothérapie Ah, est-ce que tout mais ça, ça vient se c'est compléter? sûr que si on voulait... Ben, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous voulez, en astrologie, on peut très bien approfondir le domaine de la santé et voir quelles faiblesses on a dans l'organisme déjà assez facilement. Mais ce qui est assez extraordinaire avec la réflexologie plantaire, c'est que ce que ça nous apprend, c'est comment notre corps fonctionne. Donc en fait, en général, moi, quand j'ai appris la réflexologie plantaire, j'ai vu, j'ai senti dans mon corps la confirmation de ce que j'avais vu en astrologie. Oui, alors là, vous touchez à un sujet qui m'intéresse assez, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que l'astrologie serait peut-être née dans le champ du médical, en fait. Parce qu'il est un fait que les choses qui sont les plus faciles à vérifier, c'est dans le domaine du corps et de la maladie. Dès que c'est dans le domaine du psychisme et du caractère, c'est moins évident. Les choses sont... Et puis je pense que les médecins de l'Antiquité, ils avaient besoin de l'astrologie pour savoir même à la limite quel était le problème, quelle était la douleur, enfin, comment il fallait intervenir. Donc je me demande si le thème natal n'était pas dressé spécialement au départ, à l'origine, est-ce qu'il n'a pas été dressé dans l'idée dans un point de vue médical? D'un point de vue théorique, l'astrologie hindoue, le thème principal qu'on appelle le D1, donne ce qui va être vécu sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan de la matière. Donc effectivement, il y a à la fois le corps physique, mais il y a aussi tout ce qui va être vécu sur le plan de la matière. Donc il y a aussi la richesse qui peut être assez facilement vérifiée dans un thème. Les accidents ou l'apparence physique. Maintenant, les choses du caractère, c'est quand même de l'ordre beaucoup plus symbolique, quoi, effectivement. Mais quand vous, par exemple, vous dites, vous aviez pris tout à l'heure l'exemple d'une personne d'une quarantaine d'années et vous revenez 10, 20 ans en arrière, quel genre de choses vous allez évoquer de son passé? Ah ben je fais exactement comme je fais pour le futur. S'il était dans la période du soleil, oui, par voilà, exemple, de telle année à telle année. il était dans la période du soleil, donc il a peut-être été plus orienté dans des problèmes liés au cercle familial et aux avoirs, que peut-être il a beaucoup voyagé. Il y a quand même une constante. Ou des choses comme pendant ça. une certaine période, il y a une certaine constante. Oui. Et après, on peut aller vérifier si il s'est probablement marié à telle période, et là on peut dater, parce qu'on peut... Par des sous-cycles ou par des planètes, on parle des éphémérides. On peut voir à quel moment il a eu des enfants, etc. quoi. Oui, effectivement, vous avez accumulé beaucoup d'informations que vous avez validées, vérifiées, etc. Et alors, est-ce que des choses que vous avez vous-même, en quelque sorte, inventées, si on peut dire, quelle est votre originalité, en fait? Ben, en fait, Au niveau technique, je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi propose ce que j'appelle le parcours de vie. Ah bon? Excusez-moi, on va refaire l'effort. Comment vous redéfiniriez, en quelques mots, en quelques termes simples, l'idée de parcours de vie, qui n'est pas celle ni des astrologues ni des numérologues, en fait? Non, je définirais le programme ou l'agenda de ce que vous avez à vivre de la naissance à un âge avancé. Alors quand vous dites vous avez à vivre, vous faites référence à une dimension karmique? Qu'est-ce que vous entendez par vivre? Non, moi le karma, c'est sûr que l'astrologie hindoue est en théorie basée sur le karma, mais le karma, moi j'y crois pas. Donc quand vous dites vous avez à vivre, ça veut dire quoi dans votre esprit?
Dans mon esprit... C'est les astres qui ont décrété ça à votre sujet? Dans mon esprit, en fait, la seule chose qu'on choisit dans la vie, c'est la façon dont on accepte de la vivre. Ah, d'accord. C'est la question du libre arbitre. Mais si on croit vraiment à l'astrologie, en fait, tout est écrit. Absolument tout. Donc... tout au niveau individuel. Voilà. Donc en fait, on est avec la capacité pour vivre la vie qu'on a à vivre, mais la vie qu'on a à vivre, c'est déterminé quand même. Hein. Enfin, je suis un peu déterministe quand même. Mais le choix que nous on a, c'est la façon dont on va la vivre. Et je fais une petite parenthèse, et au niveau de l'astrologie, on l'appelle mondiale, vous y comprenez quelque chose? Non, je ne pratique pas ça. D'abord, c'est vrai qu'on peut mettre en cause tous les calendriers qui existent, hein, mais... Oui, il y a la fameuse histoire de 2012, justement. Oui, mais bon... mais enfin, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, il y a un destin individuel, mais il y a aussi un destin collectif quand même. Parce que par exemple, les dasa, telle personne sera dans un dasa X, telle autre personne au même moment dans un dasa Y. Ou Z. On est d'accord? Oui. Bon, donc au même moment, tous les dasa, toutes les planètes interviendront chez l'un ou chez l'autre. Chez l'un, ça sera un dasa de Mars, chez l'autre, ça sera un dasa de Gréou. Au même moment, chez un voisin, ça sera le dasa de Vénus, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont communes à tout le monde? Disons que par exemple, il peut y avoir le D11 qui va mettre, qui voit comment on peut mourir, par exemple. C'est les personnes qui vont mourir dans un accident d'avion auront très certainement dans leur D11 l'accident D, c'est marqué. quoi le mot D? C'est quoi D? D, c'est la division zodiacale. Ah bon? D11, ça veut dire préciser votre vocabulaire. Alors, le thème principal le rachi, c'est-à-dire le thème principal qu'on appelle D1, qui va dire ce qui se passe sur le plan physique et matériel, peut se subdiviser en sous-divisions zodiacales. Donc on établit plusieurs, les plus utilisés c'est le D3 pour les frères et sœurs, le D4 pour les actifs, le D6 pour la santé, le D7 pour... ça s'appelle les milieux astrologiques en général. Voilà, les D7 pour les conjoints, le D... La mort, les héritages. Voilà, le D10 pour la profession. Le D9, c'est les voyages, Et le D11 pour la mort. Quoi. Ah, le D11, c'est l'amour. La mort. La mort, le D11. Oui. Ah bon, chez vous, dans l'astrologie hindoue, c'est... Oui, la mort, c'est le D11. Oui. Et pas le D8. Non, le D8, c'est les ennuis. Et le D12? Le D12, c'est les parents. Pourquoi? C'est parce que la 12e maison, c'est la dernière maison. Donc on aurait pu imaginer que la maison des 12 serait plutôt la maison de la mort. Parce qu'en fait, la division zodiacale, quand on dit D3, ça veut dire que les 30 degrés du décan sont divisés en 3. Oui. Et donc on reporte ça, on divise par 3, c'est 10 degrés, et on les reporte en division zodiacale 3. Et ça a donné les frères et sœurs. Oui. Donc c'est la maison dérivée. Ouais. Voilà, et en les 12, on va diviser donc ces degrés par 12. Et on reporte la position de la planète selon une table. Est-ce que vous croyez que les gens sont capables de se connaître au point de vous dire que ce que vous leur dites est juste ou pas? Parce que finalement, est-ce qu'ils ne se laissent pas influencer, impressionner? Ils disent, oui, vous me dites, sur 20 ans, par exemple, je vous donne un exemple, Anne-Marie, en 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses, on est d'accord. Donc, beaucoup de choses, ça veut dire qu'on peut à la limite trouver n'importe quoi dans 20 ans. Si vous avez par exemple quelqu'un, pendant ces 20 ans-là, vous avez fait ceci, bah oui, mais vous auriez pu lui dire qu'il a fait autre chose, ça aurait marché aussi. Non, parce que des périodes aussi longues permettent quand même de vivre beaucoup de choses. Par exemple, je pense à un thème, donc je vais en parler comme ça, mais il y a une dame, je lui dis, bon, apparemment,
votre père était peut-être à l'étranger éloigné quand vous étiez enfant et vous avez un rapport à l'étranger certain. Votre mari est peut-être à l'étranger, il est peut-être parti parce que ça ressortait quand même vraiment. Et effectivement, son père était militaire, il était à l'étranger. Elle a vécu beaucoup à l'étranger. Elle a fait ses études de médecine en France, mais après elle a commencé à étudier en Angleterre. Elle avait rencontré son mari là-bas. Après, ils ont été vivre en Asie. Puis là, son mari était encore en Asie, elle était à Bordeaux. Effectivement, c'est ressorti. Après, donc, puisqu'elle avait 45 ans, dans les 45 ans qui s'étaient écoulés, j'ai été voir à peu près quand est-ce que j'ai daté presque exactement son mariage. J'ai daté à un mois près la naissance de son premier enfant. Et donc là, elle a confirmé. Mais tout le monde ne vit pas à l'étranger. Ce sont des choses comme ça qui sont marquantes. Après, c'est sûr que sur des périodes de 20 ans, je ne vais pas lui dire des choses insignifiantes. Non, enfin, je ne veux pas vous perturber, mais tout le monde ne vit pas à l'étranger, c'est vrai. Mais, malgré tout, je vous demande à n'importe quelle personne quelle a été la part de l'étranger dans sa vie, en cherchant bien, il va trouver des choses quand même. On a tous, il faut se brancher sur un sujet. Vous dites à la personne, moi par exemple, si je prends n'importe qui dans la rue, je lui dis, voilà, l'étranger pour vous, comment vous avez, est-ce que vous avez voyagé, quand est-ce que vous avez voyagé, quels sont les étrangers que vous avez rencontrés? Il y a toujours quelque chose de cet ordre-là, de toute façon. Ah oui, non. Dans la vie de toute personne, il y a des choses de cet ordre-là. Ça n'est pas dit de cette façon. C'est dit, par exemple, puisqu'il y a les sous-périodes qui permettent de dater, admettons qu'entre mai 2007 et juin 2008, oui, il y a eu un voyage, il y a certainement eu un voyage ou un long séjour à l'étranger. Effectivement, là, ça devient plus précis. C'est plus précis, oui. C'est davantage comme ça que ça fonctionne. Après, bon, il y a eu probablement la conception d'un enfant avec une naissance en mai ou juin 2008 et le mariage a eu lieu plutôt en 2009. Ce sont plutôt des choses comme ça. C'est un peu plus précis. En effet, oui. Mais c'est assez impressionnant d'imaginer à quel point vous pouvez arriver à des précisions. Après, il peut y avoir aussi entre juillet et 2010, par exemple, et décembre 2011, vous avez eu des problèmes professionnels. Il peut y avoir des choses comme ça, puisqu'il y a des périodes ou des sous-périodes qui ne protègent pas certains domaines, comme la profession, la maladie, l'argent, ou les frères et sœurs. Oui, alors, à votre avis, je posais une petite colle, ces 12 maisons, il y a une logique à ce que dans maison 2 il y a ceci, en maison 3 il y a cela, et en maison 4 il y a autre chose. Ça correspond à quel genre il y a une progression d'une maison à une autre, enfin il y a est-ce que les maisons est-ce qu'on peut regrouper les maisons par groupe? C'est l'astrologie occidentale qui fait les choses comme ça, des triangles et des machins, mais... Alors, à votre avis, cette histoire des maisons, il faut quand même reconnaître, d'après ce que vous m'avez dit, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans l'astrologie occidentale que dans l'astrologie hindoue. La signification des maisons, telles que vous l'avez ce que vous appelez le D1, D2, c'est tout à fait identique, enfin c'est quasiment identique à l'astrologie occidentale. Mais il y a des maisons qui sont très puissantes, comme les maisons angulaires, 1, 10, 7 et 4. Donc le 1, c'est soi, quoi. Le 7, c'est le rapport aux autres. Le 4, c'est les racines, le foyer. Et le 10, c'est la position sociale, le statut, quoi, la carrière. Bon, ça, ce sont les maisons angulaires. Elles sont plus puissantes que les autres. Après, il y a des maisons qui, en astrologie hindoue, sont des maisons un effet qui est pas un effet positif, quoi. C'est des méchantes maisons, quoi. C'est des maisons 6, des maisons 8, des maisons 12.
La maison 12, c'est tout ce qui est les épreuves, les enfermements, les pertes de revenus, les hospitalisations. La maison 8, c'est tout ce qui est mais finalement opération, décès, etc. C'est pas très bon non plus. Et la maison 6, ce sont les maladies. Il y a la maison 3 aussi, qui n'est pas très bonne parce qu'elle peut indiquer la fin des choses. Mais moi, je n'utilise pas trop ce système-là. Oui. Mais il y en a qui l'utilisent, hein, mais moi, je ne l'utilise pas trop. Mais les maisons astrologiques, à votre avis, c'est quelque chose que l'astrologie a emprunté à la société environnante, ou est-ce qu'elle a elle-même construit ce système? Parce qu'au fond, je ne sais pas si vous comprenez ma théorie. Oui, la question c'est, est-ce que l'astrologie a récupéré des informations, des traditions sociales sur la vie des gens en général, sur la vie des sociétés, ou est-ce que, à votre avis, d'après votre sensibilité comme ça, ou est-ce que c'est elle-même qui a découvert que ça se passait comme ça? Je présuppose, je suppose que c'est un mélange des deux. Parce qu'on peut très bien imaginer que dans les sociétés, on est établi, sans aucun rapport avec l'astrologie, ces choses-là, et que dans un deuxième temps, on les ait repris en astrologie, par exemple, voyez-vous. Comme pour le zodiaque, c'est pareil, ça peut très bien avoir existé sans l'astrologie, pour décrire la vie au cours des saisons, et que ça aurait été pris par l'astrologie par la suite. Oui, oui, tout à fait. Ou alors, pour beaucoup d'astrologues, quand on leur pose cette question, ils disent plutôt que c'est l'astrologie elle-même qui propose cela et qu'elle est la seule à le proposer. Alors que, bon, moi je vous pose ça comme ça pour voir comment vous réagissez. Au niveau du feeling, en fait, au niveau du feeling, je pense que quand on élabore une nouvelle connaissance ou une théorie, on se base forcément sur des points qui sont acquis et sur un rapport intuitif et une nouvelle combinaison de données. Donc je pense qu'il y a forcément dans l'astrologie quelque chose qui sort de ce qui existait avant l'astrologie et peut-être élaboré d'une façon nouvelle. Ça c'est possible, je ne sais pas. En fait, c'est un petit peu la question de qui a commencé, de l'œuf ou de la poule, hein, pour moi, cette question. Oui. Je veux dire que j'ai pas très envie de me torturer l'esprit sur des sujets comme ça. Oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai choisi l'astrologie hindoue, parce qu'on ne se torture pas l'esprit, elle est pratique et on ne se torture pas l'esprit. On peut se poser aussi des questions en astrologie hindoue, hein, oui, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi ça échapperait au questionnement. Mais bon, à partir du moment où l'astrologie quand même a un système qui est quand même très mathématique, parce que finalement pour moi c'est un petit peu comme la musique, hein, c'est des combinaisons qui finalement sont presque des formules mathématiques. Mais alors, quand finalement Einstein a trouvé E égale mc2, oui, c'était une nouvelle formule, mais est-ce qu'il ne s'est pas basé sur quand même la connaissance qu'il y avait avant? Vous voyez, c'est comme toutes les découvertes. Je pense que... Non, parce qu'il y a une théorie qui voudrait que l'astrologie soit la mise en contact, d'un côté des données astronomiques, d'autre côté des données sociales, socioculturelles. Donc l'astrologie ne serait ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas elle qui invente l'astronomie, et ce n'est pas non plus elle qui invente les réalités, les structures sociales. Donc elle se contenterait simplement de connecter les deux plans. Elle n'apporterait pas elle-même des informations, elle connecterait les informations existantes en disant c'est le truc-là qui existe dans la société, on le met en rapport avec ça, etc. Par exemple, pourquoi la maison 5 serait plutôt dans ce domaine-là qu'un autre domaine? Bon, ben, effectivement, elle va connecter, elle va dire, voilà, les activités. Parce que, par exemple, au fond, quand on regarde les 12 maisons, on s'aperçoit que les 6 premières maisons, par exemple, sont beaucoup liées à ce qu'on appelle le monde du féminin, par exemple. C'est-à-dire le monde de la famille, les enfants, bon, tout ça, les parents,
Et c'est plutôt les maisons au-dessus qui sont des maisons plutôt masculines, etc. Je voulais vous poser une autre question qui m'intéresse beaucoup au niveau des... C'est qui a disparu dans l'astrologie occidentale, c'est la question des... Alors, il y a des planètes qui s'entendent entre elles, ou des bonnes et des mauvaises planètes. Pouvez-vous parler un peu des bonnes et des mauvaises planètes, d'après votre connaissance? Parce que par exemple, Mercure c'est une bonne ou une mauvaise planète, par exemple? Mercure, elle est bonne et mauvaise. Mercure, elle est Non, là. j'ai un doute, je veux dire, pas forcément. Elle est l'un et l'autre, Mercure. Mercure, c'est une planète qui saute autour du Soleil, là. Elle fait des bonds comme ça et toujours avance, recule. Donc, quand elle n'est pas toujours bonne, quand elle avance et recule devant le Soleil ou quand elle avance et recule derrière le Soleil, elle n'est pas toujours bonne d'une part. Et d'autre part, Mercure a tendance à absorber les influences qui sont proches d'elle. Et donc, si elle est proche d'une planète qui n'est pas bonne, elle ne sera pas bonne. Oui, d'accord, mais ça c'est ce qu'on dit souvent, effectivement. Une petite parenthèse, est-ce que l'astrologie hindoue vous intéressait à ce qu'on appelle les jours de la semaine? Par exemple, la semaine, avec les planètes qui sont correspondant aux jours de la semaine. Oui, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Lundi, lune... Ça joue pas pour vous, ça? Non. Non. Parce que justement, alors, il y a aussi une chose, moi j'ai discuté d'autres. Est-ce qu'il y a par exemple dans une période, par exemple une semaine ou un mois, il y a une période, est-ce qu'on ne peut pas diviser en deux, le yin, le yang? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une possibilité de diviser en deux n'importe quoi en fait? En fait, c'est ridicule de toujours tout diviser en deux, parce que, si vous voulez, l'énergie vitale ou le qi, revenons donc à l'énergie éthique chinoise, existe, c'est un fait. Mais elle est composée de yin et de yang, mais le yin ne peut pas exister sans le yang ne peut pas exister sans le yin, et donc le qi est fait de ces deux énergies. Donc le diviser, c'est ridicule. Mais il peut y avoir une séquence, il peut y avoir une phase yin et une phase yang. Moi je sais qu'en astrologie chinoise, il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit oui. Le début du cycle ou le début de la phase est plutôt yin ou plutôt yang, et puis la deuxième partie est plutôt yang ou plutôt yin. Enfin. Pas du tout. En fait, on a une horloge de passage du qi des éléments dans notre corps. Par exemple, quelle heure est-il là? Je ne sais pas, mais... 10 heures, par exemple. 10 heures, donc en heure solaire, on est 8 heures. À 8 heures du soir, c'est l'énergie de la vessie. La vessie est yang, c'est l'élément eau. Et dans une heure, on passera dans le yang de l'élément feu. Parce qu'en fait, c'est de 2 heures en 2 heures. C'est les heures planétaires, oui. Non, c'est les heures, oui. Les heures zodiacales, ouais. Les heures élémentaires. Voilà. Ou les heures. Donc tout le corps y passe, en l'espace de la journée, tout le corps y passe. Tout le corps y passe dans la journée. C'est pour ça que quand on se réveille, par exemple, toutes les nuits à la même heure, c'est le signe qu'il y a un élément qui se manifeste pour dire qu'il est déséquilibré et qu'on peut très bien rééquilibrer le sommeil très rapidement en rééquilibrant l'élément. Et la personne va moins se réveiller à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il y a aussi le printemps et la saison de l'élément bois. Donc c'est le qi de l'élément bois qui va passer au niveau, pas individuel mais collectif, c'est le qi de l'élément bois qui va passer au printemps. C'est le qi de l'élément feu qui va passer en été, c'est le qi de l'élément eau qui passe en hiver, c'est le qi de l'élément métal qui passe en automne, et à chaque intersaison, c'est intersaison durant plus ou moins longtemps, c'est l'élémentaire. Qui revient. Oui. Ah d'accord, donc il y a les 4 éléments qui sont divisés, il y a 4 éléments qui sont divisés entre les 4 saisons, plus la Terre qui se retrouve à chaque intersaison, qui donc devient une sorte d'élément récurrent et permanent qui est là, alors que les 4 autres... Alors donc le bois, donc c'est la Terre qui est le 5e élément en fait. Et le bois qui serait le 4e, enfin... C'est la Terre qui est l'élément de synthèse. Si vous voulez mettre un chiffre, disons que la Terre est, dans la mesure où elle gouverne le système digestif, est l'élément de distribution. Ah oui, d'accord, oui. Donc là, vous avez toujours, c'est toujours par référence, quelque part, au rapport entre les planètes et les corps, et les parties du corps.
Il y a les parties vous reliez constamment, par exemple, les saisons et les parties du corps aussi. Vous divisez le corps entre les 4 saisons. Non, mais disons que par exemple, il n'est pas du tout anodin que le vert clair et assez vif soit assimilé, soit souvent porté par les gens au début du printemps, parce que le vert, c'est la couleur de l'élément bois. Et donc on recharge notre élément bois quand on porte du vert. Donc le bois, le printemps, pour l'été, c'est quoi? C'est le feu. Le feu. Pourtant, on ne se chauffe pas pendant l'été. Non, mais on peut porter du rouge ou de l'orange. Alors, donc, il y a des couleurs aussi. Oui. Donc, le feu, l'orange et le rouge. Ensuite, l'automne, c'est... L'automne, le métal, c'est le... C'est le métal. Oui, c'est le blanc et le bleu du ciel. Donc, alors, attendez, parce que s'il y a le métal... Alors, attendez, il y a feu, terre, air, eau, bois, métal, ou il y en a un qui a disparu? Il y a feu, terre, métal, eau, bois. Il n'y a pas de air. L'air, ça n'existe pas. Non. Il n'existe pas, l'élément air n'existe pas dans ce système. Ce n'est pas considéré comme un élément, en fait. Si vous voulez, en énergétique chinoise, ce qu'on appelle l'élément eau correspond en fait au niveau de notre matière à la terre. L'élément... Celui qui correspond à l'élément air, ce serait le métal. Ah. D'accord. Bon, pourquoi pas. C'est bien compliqué. Attendez, vous étiez en train de me parler d'un truc assez intéressant. Selon les heures de la journée, on a des parties du corps qui sont plus actives, c'est ça? Non, c'est le chi d'un certain élément qui passe dans notre corps. Et ça a quels effets? Par exemple, quand on est en train de dormir et qu'on se réveille à... Oui, il m'a expliqué ça. L'heure détermine la partie du corps qui est active, voilà, qui est agissante. Oui. Admettons qu'on se réveille entre 3h et 5h maintenant, oui. Toutes les nuits. Ouais. C'est l'heure de purification du foie dans l'organisme. Donc autant drainer notre foie. Ça. Et par exemple, le fait d'être dans une période sur la vessie, ça va déterminer quoi au niveau comportemental, au niveau relationnel, au niveau intérêt de... Si on est sur la vessie c'est l'élément eau. L'élément eau, c'est quand même l'élément de l'énergie vitale. Si on a un souci au niveau de l'énergie vitale, c'est qu'on est en perte d'énergie. De tonus, oui. Oui. Donc ça peut, si la vessie est défaillante, ça peut vouloir dire qu'on est finalement, comme on est en perte de tonus, c'est les nerfs qui vont prendre le dessus, si c'est trop yang. Par contre, si c'est trop yin, il va falloir faire des siestes. Alors, je vais poser une question un peu subsidiaire, Madame de Bien. Comment vous distinguez les hommes et les femmes au niveau psychologique, psychique? Est-ce que c'est parce qu'on parlait tout à l'heure de ces informations basiques dont l'astrologie peut se servir. Alors, l'astrologie n'a pas inventé les hommes et les femmes, mais cette information, il faut quand même l'utiliser. Quelle est pour vous la différence entre un homme et une femme? À quel niveau cette différence existe-t-elle d'abord? Dans l'astrologie telle que je la pratique. Dans l'astrologie ou même en général, puisqu'à mon avis, l'astrologue peut utiliser l'information qu'il doit maîtriser, même si ça ne fait pas partie de l'astrologie. Mais ce qui fait partie de l'astrologie n'est pas forcément secondaire pour l'astrologie. Il y a des connaissances qu'il faut avoir, mais qui ne sont pas astrologiques, mais qui sont nécessaires pour la pratique de l'astrologie. Disons que d'un point de vue général, en général, ma vue va me dire si j'ai affaire à un homme ou une femme. Ça, c'est d'accord, je vous l'accorde. D'accord. Bon. Après, est-ce que ça vous dit forcément qui est la personne pour autant? Voilà, pas du tout. Pas du tout, ça devrait quand même vous donner quelques informations. Le fait d'avoir affaire à un homme ou une femme, c'est déjà une information quand même, non? Oui, d'accord. Mais bon, comment vous dire? En fait, le côté psychologique, je le pratique pas trop. Donc vous ne pouvez pas... Et par exemple, le côté sensoriel, par exemple. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, quels sont les sens qui sont plus aigus chez la femme ou chez l'homme? La vue, l'ouïe, par exemple. Est-ce que la femme est plus marquée par l'ouïe ou la vue, ou l'inverse? Voilà. Ben, ça dépend. Ben, si, je parle en général. C'est pas ça dépend. Quel est le sens qui est le plus propre à la femme ou le plus propre à l'homme, par exemple? Je sais pas.
Donc quand vous dites ça dépend, vous pensez à quoi? Ça dépend du thème, ça dépend de quoi? Bah, ça dépend des gens. Ouais, mais alors le fait d'être une femme, c'est pas une information. Ça ne donne pas déjà des informations sur le comportement, sur la sensorialité, sur les valeurs. Non, pas là-dessus. Il faut rentrer dans les détails du thème personnel. Donc c'est une information vide. Non, mais c'est dommage parce qu'effectivement, quand même. Non, mais si vous voulez, là, on entre dans un domaine sur lequel je ne me suis jamais penchée. Oui, mais mais bon, c'est la seule chose que je sais, moi, c'est que je sais que je suis une femme, mais je suis heureuse d'être une femme. Je me sens femme. Donc, quand j'entends ou que je vois des reportages de gens qui sont nés dans un corps d'homme et qui disent qu'ils se sentent femmes, je comprends parfaitement qu'on peut vivre une chose comme ça parce que c'est une réalité d'être une femme. Ce n'est pas juste quelque chose qui est de l'ordre du sensorialité ou de l'apparence physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui dit qu'il se sent femme, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que moi, ma mère, par exemple, m'a dit plusieurs fois que si elle avait pu être un homme une semaine ou une heure pour voir l'effet que ça fait, ça lui aurait bien plu. Et bien moi, pas. Moi, je suis très bien comme je suis, ça me plaît. Oui, mais ça veut dire aussi que vous avez une certaine idée de ce que ça pourrait vouloir signifier. Si vous n'êtes pas attiré par quelque chose, ça veut dire que vous avez déjà cette idée sur cette chose-là. Bah, je connais les hommes par le rapport que je peux avoir avec eux. Oui, mais alors justement, donc qu'est-ce qui vous déplaît chez les hommes? Alors, je ne sais pas, prenons autrement, alors. Je sais pas, vous dites que vous n'avez pas d'idée là-dessus, mais vous avez quand même quelques idées préconçues. La preuve, c'est que c'est le problème de l'homme en général que vous êtes en train d'aborder, là. Vous ne voulez pas être dans la peau d'un homme, pas de tel homme en particulier, d'un homme, c'est-à-dire de n'importe quel homme. Non, j'ai pas dit que je ne veux pas, que je n'aime pas les hommes. Je veux dire que je me sens dans mon être intérieur profondément femme. Oui, mais on n'a pas compris ce que ça voulait dire, c'est le problème. Mais ça veut dire que, en fait, ah oui, comment l'expliquer? Faites un effort. L'expliquer, c'est que pour moi, la féminité est bien au-delà de codes sociaux, d'un corps physique, d'une sexualité ou même de sensualité. Oui, d'accord. Et que c'est finalement quelque chose qui appartient bien plus et qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus permanente même qu'une identité, quoi. C'est un fait, c'est un ensemble de choses. Et dans la mesure où, quelque part, comment je connais les hommes, finalement, que par le rapport que j'ai pu avoir avec certains d'entre eux, mais est-ce que je les comprends, les hommes? Pas bien, quoi. Je les comprends pas en général. Donc, qu'est-ce que j'appréhende des hommes? Pas grand-chose. Par contre, je peux appréhender une féminité qui pourtant n'est pas une féminité qui va s'afficher dans la coquetterie, le maquillage ou le machin. C'est un état beaucoup plus... Comment expliquer? Je ne sais pas, quoi. C'est assez complexe. Vous êtes en train de nous dire que c'est très intéressant, vous essayez de nous expliquer que les hommes, quelque part, vous ne les sentez pas bien, en fait. Vous ne les captez pas bien. Ils sont trop compliqués. Vous ne savez pas très bien qui ils sont, mais ça ne vous parle pas. Je ne sais pas, j'essaie de traduire ce que vous dites. Ça vous parle. C'est-à-dire que c'est à la fois... C'est-à-dire que vous ne savez pas qui ils sont, mais quelque part, ce qu'ils sont, ça vous... Si, ça me parle, j'aime les hommes. C'est pas ça que Non, mais j'essaie de comprendre. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que... vous les aimez, mais vous ne les comprenez pas, c'est ça? Oui, ça c'est une chose, oui. Mais que je veux dire que le fait que le côté, la masculinité et la féminité, pour moi, sont extrêmement différents, quelque part beaucoup plus différents qu'on ne le croit. Maintenant, je n'arrive pas intuitivement à appréhender vraiment la profondeur de la chose, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Oui. Mais je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un homme ou qu'est-ce que c'est que la masculinité, parce que finalement, quelque part, la seule chose que j'en connais, c'est les rapports que j'ai pu avoir avec des hommes, mais ça m'est étranger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le paradoxe, c'est que ça vous est étranger,
Je peux m'y intéresser, je peux passer ma vie à m'y intéresser sans pour autant arriver à capter l'essence même de la chose. Quoi. Oui, oui. Et vous avez l'impression que la féminité, vous la comprenez mieux? Bah, disons que la mienne. Bah oui. Et comment vous savez-vous que ce que vous êtes en vous, on ne le trouverait pas chez les hommes? Oh ben, je ne sais pas comment dire, bon, on va passer dans la symbolique. J'ai déjà rêvé que j'étais un animal. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Mais même quand je rêve que je suis une chatte, je suis une chatte. Je ne suis pas un chat. Non. Quand je rêve que je suis une panthère, je suis une panthère. Quand je rêve que je suis une baleine, je suis une baleine. Je suis toujours une féminine. Oui, vous rêvez au féminin. Oui. Voilà, je rêve au féminin. Et vous avez un bestiaire féminin. Voilà, je pense au féminin. Oui. Grammaticalement, disons en tout cas, oui. Et symboliquement aussi. Oui, oui, d'accord. Maintenant, je pense que c'est complexe. Hein, Non, parce que quand pour revenir à des choses fondamentales, quand on rencontre quelqu'un, quand quelqu'un veut vous voir, il serait quand même... Tout à l'heure, vous disiez à juste titre qu'il faut passer de généralités vers des choses plus précises. Dans la relation, au niveau psychologique, c'est pareil. Les gens, avant d'entrer dans le détail de ce qu'ils sont, le fait déjà qu'ils sont des hommes ou des femmes, c'est déjà une information, c'est déjà un déterminisme qu'il faut connaître. C'est déjà une information, mais c'est une information qui va aller, qui est très différente selon les femmes et très différente selon les hommes. Hein. Alors on a des fonctionnements. C'est vrai que quand même on peut aller voir selon l'ascendant en astrologie hindoue quelle sensibilité de caractère on a. Hein, on le voit. Hein, oui, mais ça, donc c'est une information qui vient se substituer à l'information masculine. On ne sait pas ce que sont les hommes et les femmes, par contre on sait que telle planète veut dire ceci et que telle combinaison veut dire cela. Sans période de combinaison, si par exemple j'ai mon ascendant qui est dans le mulaire trigonal de Saturne, je vais être quelqu'un de très réfléchi. Donc l'astrologie vous donne des informations plus précises et plus intéressantes, mais c'est même pas plus précis, elles vous donnent des informations que vous savez décoder, alors que l'information basique d'être en face d'un homme ou une femme, au départ, ça ne vous donne rien sur la personne. Vous ne savez rien, a priori, sur cette personne. Ah non, je ne sais pas comment la personne fonctionne, ni comment elle peut réagir, comment elle va appréhender non plus. Donc, oui, c'est ça. Donc, parce que finalement, les gens appréhendent ce qu'on leur donne de façon différente. Les schémas de pensée sont différents. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être féminin ou d'être masculin. Ça n'a rien à voir. Même en énergétique chinoise, on va voir. Hein. Les gens qui, par exemple, se font tout le temps du souci ou un mental très actif, généralement ont un élémentaire dominant ou défaillant. C'est quelque chose de vérifié. Quoi. On a les gens, en tout cas de l'élémentaire, ça je l'ai vérifié, ont un schéma de pensée qui est spécifique à eux. C'est des gens qui se font beaucoup de soucis, qui sont tout le temps en train de cogiter dans leur tête. C'est un peu la Vierge, et qui pourtant sont de très bons conseils pour les autres. Vous êtes de quelle catégorie, vous? Moi? Oui. Comment vous définiriez astrologiquement, par exemple? Moi, je suis à la fois marquée par Vénus et par Saturne. Si ça peut vous donner une idée. Non, mais enfin, bon... Vénus donne un côté sensible. Et ça, c'est une constante, ça? Oui, ça c'est... Ça ne change pas avec le cycle? C'est le fond de mon caractère. Et ça, vous le savez pourquoi? Parce que c'est dans votre thème ou parce que vous sentez ça en vous? Alors ça, disons qu'une des raisons du choix de l'astrologie hindoue, c'est justement parce qu'enfin, il y en a une qui mettait le doigt sur ce que je sentais moi à l'intérieur. Oui. Donc cette espèce qui peut-être par moments écartèlement entre Vénus, qui est quand même doux, attirant, sociable, etc., et Saturne qui est très renfermé, solitaire, froid, et qui va travailler l'astrologie. Vous retrouvez dans ces deux facettes. Et j'ai les deux facettes, oui.
Et ça, aucune astrologie, aucune, et aucun des thèmes que j'ai pu faire dresser, quel que soit le type d'astrologie utilisé, n'avait mis le doigt dessus. Oui, mais encore une fois, Madame de Bien, le problème c'est que c'est pas forcément, il n'y a pas que l'astrologie. Il peut y avoir d'autres formes de connaissances qui vous permettraient d'expliquer, qui vous permettraient de proposer un type dans lequel vous vous reconnaîtriez. Parce qu'après tout, il y a des typologies qui existent, des caractérologies, des typologies, des classements quelconques qui sont proposés par les uns et par les autres, et dans lesquels vous pourriez vous retrouver. On a l'impression, si vous voulez, en vous écoutant, que au fond, ce qui vous intéresse, c'est la combinatoire, en fait, quelque part. C'est-à-dire d'être A et B, pas uniquement A, pas uniquement B. C'est-à-dire que c'est cette idée de vouloir mixer les choses un petit peu. Comme si aucune catégorie ne se suffisait à elle-même, en fin de compte. Ah ben, alors, disons que je pense que toutes les cultures peuvent s'enrichir les unes des autres et qu'effectivement, en combinant les richesses de l'une avec les richesses de l'autre, on va plus loin qu'en étant que dans une seule. Oui, je suis bien content de vous entendre dire ça. Je suis quand même effectivement dans le combinatoire à ce niveau-là, mais parce que effectivement, si vous voulez, moi, il y a des gens qui vont dire pourquoi pas l'astrologie chinoise, pourquoi pas tout chinois, et gna gna. Moi je suis désolée, je suis née en France, je suis française, je ne vais pas renier ma nature. Donc quand j'ai fait une formation en plantes médicinales, j'ai pris les plantes médicinales de France. Oui. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ils disent pourquoi pas les chinoises. Ben pourquoi j'irais renier les plantes qui normalement sont devant ma porte? Normalement, bon là il y a beaucoup de béton, donc il n'y a plus beaucoup de plantes, mais pourquoi j'irais les renier, pourquoi j'irais pas m'en servir, pourquoi j'irais jusqu'en Chine aller les chercher, quoi. Pour moi c'est pas cohérent comme comportement, mais par contre, pourquoi j'irais pas m'enrichir d'un savoir ancestral prouvé qui ne vient pas de chez moi, qui vient d'ailleurs, mais qui finalement a quand même forcément des fondements de vérité. Et qu'est-ce que vous pensez des planètes transsaturniennes? Les planètes transsaturniennes. Est-ce qu'on peut s'en passer, comme dirait Denis Labouré parfois? Il semble qu'il dit ça. Moi je pense qu'on peut s'en passer. En astrologie hindoue aussi, ils n'aiment pas trop. Comment dire? Alors nous avons dans la main Vénus, hein, ça c'est Jupiter, Saturne, Soleil, Mercure, la plaine de Mars et la Lune. Donc quelque part, pourquoi est-ce qu'on irait en chercher d'autres? Oui. Dans les lignes de la main, on les a, les planètes. Elles ont été attribuées comme ça, bien sûr. Disons que elles n'apportent pas vraiment de connaissances pratiques. Elles entretiennent le flou. Ce flou. Vous savez qu'il y a des astrologues qui ne peuvent pas s'en passer. Oui. Qui ne jurent que par ça, surtout au niveau prévisionnel, d'ailleurs. Oui. Oui, non, mais je comprends, hein, mais... Vous, on peut penser qu'on peut s'arrêter à Saturne, en fin de compte. Oui. Et concernant la question du sidéralisme, alors, quel zodiaque ou qu'est-ce que vous... Zodiaque sidéral. Alors, pouvez-vous m'expliquer rapidement pourquoi ce zodiaque-là? Mais encore une fois... Hein, parce que ça marche mieux, parce que c'est... Ben parce que enfin, en zodiaque sidéral, je suis ascendant taureau. Et que donc, ça me fait être marqué par Vénus et aussi par Saturne pour des raisons techniques. Mais c'est ce qui m'a répondu dans ce que je sentais de mon caractère. Donc pourquoi avoir choisi le zodiaque sidéral? Parce que en zodiaque tropical, franchement, à chaque fois qu'on m'a fait une typologie de mon caractère, je ne me reconnaissais pas. Oui. Mais enfin, ceci dit, le zodiaque sidéral, en théorie, est basé sur, je dis en théorie parce que ça reste à prouver, est basé sur la véritable position des constellations. Oui, enfin... le zodiaque tropical... Il démarre d'une étoile, une certaine étoile quand même. Hein. Il y a une certaine étoile qui sert à...
En fin de compte, il y a des sidéralistes qui ne se servent pas de constellations. Ils se servent de constellations comme point de départ du système, mais après, ils divisent en 12 zodiaques. À mon avis, vous ne savez pas des constellations non plus. Vous divisez en 12 zodiaques à partir d'un point de départ qui est une étoile. Oui, oui. Oui. Et cette étoile, d'ailleurs... qui était à 0 degré bélier dans on ne sait pas très bien, vous connaissez son nom, cette étoile de Oui, je l'ai su, mais je n'ai pas la mémoire. Mais j'ai un article sur mon blog qui la nomme. Mais... Alors justement, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu votre activité Internet? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre... Alors donc il y a le blog qui est plus ancien. Il doit exister depuis février 2010, je pense. Oui. Donc vous avez créé des outils comme ça et vous écrivez des choses dessus qui parlent à votre place un petit peu. Je fais un article sur la réflexologie plantaire le lundi, un article sur... Comment? Vous en faites un par semaine? Je fais un article par semaine tous les bien, lundis sur la réflexologie plantaire, un article sur les plantes le mercredi et un article sur l'astrologie. Et donc ça vous prend du temps de faire tout ça vendredi. Vous écrivez 3 articles par semaine en fait. Oui, mais c'est des articles très courts. Hein. Ah oui, tu fais combien de dates? Ça dépend. Ils font quand même pas une ligne. Ils font pas 10 pages, hein, quand même. Ils font... alors, où c'est qu'on en est? Ah oui, Internet. Alors, pardon, je suis devant, là. Non, moi je filme le diplôme, là. C'est quoi ça? Ça, c'est Conseil. Plantes médicinales. Je vais ouvrir parce que là, ça va marcher. Enfin, le site, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais au départ, non, mais vous l'entretenez. Oui. Donc, il y a une page présentation. Comment il s'appelle ce site? Il s'appelle... Vous pouvez me donner un nom? Ah oui, http://reflex-amd.fr. Réflexe, c'est ça votre point de... Réflexe, d'accord. Donc là, il y a la présentation succincte de la réflexologie plantaire, la présentation succincte du conseil en phytothérapie. Et là, on voit qu'il y a le mot astrologie quand même qui figure. Hein. Astrologie hindoue. Dessous, il y a Savoir Plus qui va renvoyer sur le blog. Après, il y a les tarifs. Donc si je clique sur vous voulez astrologie, on va faire sur Astrologie hindoue Savoir Plus, je vais tomber sur l'article correspondant sur mon blog. Que vous avez mis en ligne il n'y a pas longtemps. Non, ça c'est... celui-là que vous voulez récupérer, celui-là. Celui-là, la présentation. Voilà, avec les photos et la présentation de... Et je parle justement des chemins de vie, cycle de réalisation, cycle d'ambiance dedans. Et le dernier article que j'ai mis les maisons succédantes, justement. La maison 2, la maison 5, la maison 8 et la maison 11, aujourd'hui. Ah. Après, je dois avoir un article dans l'astrologie hindoue sur le zodiaque sidéral, je ne sais pas s'il est encore en ligne, je vais regarder où je l'ai normalement là. Ici. Quand on clique en bas sur Astrologie hindoue, on a tous les articles de l'astrologie hindoue. Alors le zodiaque sidéral, il est là, quoi. Point vernal. Non, j'ai pas mis le nom de l'étoile. Bon, donc, et le blog, alors on peut passer au blog? C'est le blog, ça? Ça, c'est le blog. Hein. Ah oui, le site était au début. Là. Oui. Dans la présentation, la page d'accueil du blog, il y a ma photo. Ah. Avec une présentation qui parle justement sphère planétaire, corps physique, corps vital. Les chakras, je pense qu'il parle, les chakras, les centres majeurs, les nadis, tout ça. Et le chi qui fait qu'en fait on peut se relier à l'univers à travers notamment ces 3 disciplines. Finalement, le corps vital avec l'énergie vitale nous relie à la fois aux plantes, à l'univers et aux planètes. C'est ce que je dis là.
Après, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez voir. Le dernier article que j'ai mis au niveau des plantes, que j'ai mis mercredi, j'ai mis quelque chose sur une huile essentielle. Et ça vous demande beaucoup de travail de faire ça, Ça dépend parce que... rédactionnel? Parce que... Comment vous procédez pour réaliser vos articles, par exemple sur l'astrologie? Ça vient dans votre tête? Vous avez une lecture? Comment ça se passe? Comment vous planifiez votre programme d'une semaine sur l'autre au niveau... En général, je m'y prends le dimanche, je décide des articles que je vais mettre. Et comme quand même il doit exister ce blog, si je vais à la page d'accueil, il existe depuis voilà, 17 février 2010 en fait. Ça a été. Et je suis obligée, pour qu'il fonctionne, d'enlever des articles par moment. Autrement, Autrement il sature? Il sature. Ah donc, bon? ben oui, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, mais enfin, je croyais que dans un blog on pouvait en mettre indéfiniment. Non. Et donc j'en enlève et des fois j'en remets. Et d'autres fois j'en conçois des nouveaux. Ah oui, donc c'est pas automatiquement toutes les semaines. C'est pas automatiquement 3 nouveaux articles conçus dans ma tête toutes les semaines, non. C'est le dimanche que vous faites que vous prenez cette... Je fais ça le dimanche matin en général. Que vous décidez ou vous les réalisez, en l'espace de 2 heures, vous faites vos 3 articles? Comment ça se passe? Oui. J'ai un document Word sur lequel j'ai blog, article de la semaine. Et les articles de la semaine d'avant, ils restent en ligne, les articles que vous avez fait avant? Oui. Il reste là en ce moment, il y a des articles qui doivent être on est en avril, il doit être depuis février, ils doivent tous être en ligne. Enfin, on vous trouve parce que je vous ai trouvé, donc on vous trouve sur internet. Vous m'avez trouvé via le blog ou le site? Ben non, ni l'un ni l'autre, parce qu'il faudrait encore que je les connaisse. On recherche, on fait astrologue Bordeaux, et on trouve Anne-Marie Debien. Vous savez pas ça? Parce que les gens, il faut quand même qu'ils sachent que vous existez. Ils ne peuvent pas trouver votre blog ou votre site s'ils ne savent pas que vous existez. Oui, le site est en ligne depuis mi-mars pour qu'on puisse me trouver. Et comment on fait, à votre avis, comment on fait pour trouver votre site? Normalement, en tapant sur Google oui. Astrologie Hindou Bordeaux, on va me trouver. Voilà, c'est ça. Oui. Mais même si on met Astrologie Bordeaux, on vous trouve, pas toute seule. On me trouve, mais pas forcément en première page. Mais si on met Astrologie Hindou Bordeaux, on va me trouver en première page. D'accord, oui, je crois que c'est en effet, oui. C'est fait pour ça. Oui. Voilà. Mais les gens, pourquoi voudriez-vous qui souhaitent a priori consulter en astrologie indienne ou hindoue? Eh bien, je ne sais pas. Mais les référencements, au niveau technique, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais c'est des mots-clés. Alors, on marie réflexologie avec Bordeaux, avec Gironde, avec 33. Et avec Bègue aussi, j'ai lié. Oui. Et on va lier aussi l'astrologie avec Bordeaux, 33, Bègue, et astrologie hindoue avec pareil. Et puis après, on va faire phytothérapie, Bordeaux. Et normalement, on doit pouvoir me trouver à la fois sur 33, sur Gironde, sur Bordeaux et sur Bègue. J'ai ajouté Bègue parce qu'avant, j'étais à Bègue. Et... mais sur certaines pratiques qui sont relativement fréquentes, on ne va pas me trouver à la première page de Google. Il va falloir naviguer. Oui. Voilà. C'est sûr que si on tape réflexologie plantaire Bordeaux, on va me trouver, la dernière fois je me suis trouvée à la 8e page. On vous trouve plus facilement en astrologie, en réflexologie ou en phytothérapie? Si on me cherche sur Bègue, on me trouve facilement en tout. Si on me cherche sur Bordeaux, on va me trouver plus facilement... On vous trouve sur Bègue, mais vous ne les recevez pas à Bègue, c'est un paradoxe. Oui, oui, mais je ne suis pas loin. Bègue, c'est à côté. On est à côté de Bègue, ici? Oui. Ah, d'accord. On est à même pas 2 km. Ah bon, d'accord. Et après, qu'est-ce que je disais? Je vous disais, qu'est-ce qu'on retrouve le plus... Quelle est l'accroche la plus efficace des trois casquettes? Ah, c'est sûr que si on cherche réflexologie plantaire énergétique chinoise, Bordeaux, on me trouve. Si on cherche réflexologie Bordeaux, là, il faut quand même faire défiler les pages avant de me trouver, autant que je le sache. Mais normalement, ce référencement, au fur et à mesure du temps qui passe, le site doit remonter. J'ai pas compris très bien comment ça marche, puisqu'il n'est en ligne le site que
que depuis mars. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir mettre, si vous le souhaitez, vous pourrez mettre vous-même votre interview sur sur votre site ou sur votre blog. Ouais. Ça sera plus parlant que des... Parce que vous savez, les textes c'est bien, mais les photos c'est bien, mais rien ne vaut une vidéo. Hein, Ouais, on mettra une vidéo, oui. Pas de souci. Vous voulez voir un autre article, qu'est-ce que vous voulez voir? Voyons. Tendon, tendinite, réflexologie plantaire. Bon, c'est encore du blabla, hein. C'est vous qui rédigez, vous ne reprenez pas, vous ne faites pas du copier-coller, vous rédigez. Ah, je rédige. Oui. Vous avez un talent pour la rédaction. Je dirais pas ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Je dirais pas que j'ai un talent pour la rédaction. En fait, Si vous le faites, c'est quand même vous avez un certain talent, autrement vous ne le feriez pas. Et là, les gens sont pas, tout le monde n'est pas capable d'écrire des textes comme ça. Vous mettez vos idées en ordre, vous développez votre pensée, ça demande un certain don. disons que pour être lu et correctement reçu par les personnes, il fut un temps où j'étais obligée d'écrire 3 fois. Parce que la première fois, je me comprends. La deuxième fois, malgré m'être relue, je ne me comprends pas forcément. Donc la deuxième fois, je rédige en n'oubliant aucun mot, parce que c'est comme ça. Et la troisième fois, enfin, je pouvais être lue par les gens. Et c'est vrai qu'à force d'écrire, j'y arrive plus facilement maintenant. Mais c'était un travail, c'est le résultat d'un travail, d'une discipline, d'un progrès. Voilà. C'était pas donné dès le départ. Non, c'est pas donné, parce que la pensée va plus vite que l'écriture. D'accord. Donc au début, vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. C'est vrai que parfois, en effet, au début de l'entretien, on avait un peu cette impression que vous donniez beaucoup d'informations, mais qu'on ne savait pas très bien, enfin, on était un petit peu envahi, si vous voulez, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, et parce que Enfin, vous savez, excusez-moi de revenir sur cette fameuse question de l'homme et de la femme, vous savez que les femmes n'ont pas le même rapport à la parole que les hommes, quand même. Hein. Vous avez peut-être lu les ouvrages de John Gray, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. oui, donc ça c'est connu, les hommes viennent Non, de mais, Mars et les non, femmes mais je veux viennent dire au niveau des comportements, au niveau de la parole. Par exemple, je développe, par exemple, les femmes, non. Le fait que vous n'ayez pas besoin de beaucoup de lumière, c'est très féminin, ça, par exemple, d'après certains systèmes. Parce que là, quand on parle, on n'a pas besoin de voir. Quand on communique par la parole, on n'a pas besoin de se voir. On n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de feu. On peut vivre dans une pièce complètement sombre et communiquer par la parole. Alors que si vous êtes dans une pièce sombre, vous ne pouvez pas voir le visage de la personne, vous ne pouvez pas voir ses gestes, vous ne pouvez pas voir comment elle se comporte. La communication n'est pas que verbale. Hein. Il y a plein de Non, mais il y a des gens qui préfèrent, qui sont plus à leur aise dans la communication verbale. Vous avez remarqué quand même que les femmes ont beaucoup plus besoin de s'exprimer, de parler, d'échanger, de parler de manière intime et personnelle de ce qu'elles font, et que ce besoin n'est pas forcément ressenti de la même manière que acuité par les hommes. Oui, ça j'ai remarqué. Et inversement, la dimension visuelle, une question qu'on se pose actuellement, est-ce que les femmes, le côté visuel de la femme, c'est fait pour elle-même ou est-ce qu'elles le font pour les hommes, par exemple? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Il y a des gens qui font des choses non pas parce qu'ils le ressentent eux-mêmes, mais parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on communique avec l'autre. On ne communique pas forcément avec l'autre avec son propre langage à soi. On peut communiquer avec l'autre avec le langage de l'autre. Oui. Si par exemple une femme sait que les hommes sont sensibles à la beauté, à l'esthétique, elles vont faire un effort dans ce sens, même si c'est pas forcément quelque chose qui leur paraît essentiel. On fonctionne aussi dans l'interaction. On emprunte les valeurs de l'autre. On emprunte le langage de l'autre, pas forcément notre propre langage. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus forcément ce qui vient de nous et ce qui vient de notre rapport à l'autre, de ce qu'on attend de l'autre. On est fait de tous les rapports qu'on a pu avoir avec tous les autres. Oui, mais effectivement, oui. Non, mais je veux dire qu'il faut faire la différence entre ce qu'on fait parce qu'on est comme ça et ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on attend de vous de fonctionner comme ça, parce que c'est ce qui plaît à l'autre. Par exemple, il peut y avoir une femme qui n'est pas du tout sensible
au visuel, mais qui va faire attention au visuel parce qu'elle sait que c'est important pour les gens qu'elle rencontre. Oui. Donc à ce moment-là, elle ne va pas pouvoir dire qu'elle est visuelle, mais elle va dire qu'elle travaille dans le visuel parce que c'est nécessaire, mais son truc à elle, c'est pas ça forcément. Oui, disons elle va surtout dire qu'elle sait que ça fait plaisir à quelqu'un de travailler dans le visuel, donc elle le fait. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas forcément sa nature. Quand les femmes font des choses comme ça, c'est pour faire plaisir. Voilà. Donc là, on fait la différence, on dit, oui, il y a cette dimension chez moi, mais c'est une dimension que j'ai développée parce qu'il y a une demande, parce que je sais que l'autre ne pourra pas aller vers moi s'il n'y a pas cette dimension. Et inversement, les hommes, par exemple, parlent, peut-être pas forcément parce qu'ils ont envie de parler, mais parce qu'ils savent qu'il faut parler pour communiquer avec une femme. Voilà. Donc là, il y a des langues, il y a des entrecroisements qui peuvent être parfaitement définis. Le problème, c'est si on ne comprend pas ces entrecroisements, ce n'est pas des contradictions. Tout à l'heure, on parlait de contradictions, Vénus, Saturne. Ce n'est pas seulement des contradictions, simplement qu'il y a d'un côté ce qu'on a en soi, de l'autre côté ce qu'on porte en soi, et de l'autre côté ce qu'on peut développer pour faire interface avec l'autre, en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Le seul but, c'est où voulez-vous en venir en disant ça? Je veux en venir au fait que l'information sur le fait que quelqu'un est un homme ou une femme peut déjà être extrêmement utile en soi, sans aller plus loin. Ah oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Oui, d'accord. Ouais. C'est déjà des informations qui peuvent être déjà des clés. Moi, je sais par exemple que j'ai pu conduire des rencontres avec des gens en me fondant uniquement sur le fait qu'ils sont un homme ou une femme. Parce qu'eux, ils croient qu'ils sont uniques, alors qu'en réalité, ils sont typiques. C'est la différence entre l'unique et le typique. Il y a des gens qui croient que « Ah, moi, je suis comme ceci, je suis comme cela ». En réalité, c'est propre à beaucoup d'autres personnes, et même à beaucoup d'autres femmes. C'est pour ça qu'il serait quand même intéressant, avant de commencer à savoir en quoi je suis différent, de savoir en quoi je suis semblable. Oui, tout à fait d'accord. Il faut peut-être commencer par le commencement. Donc c'est déjà important d'avoir une vision claire de ce que c'est globalement et généralement qu'une femme et comment elle se développe dans sa communication avec les autres, avec les hommes notamment, et inversement chez les hommes. La communication est un sujet qui est quand même très vaste. La communication, c'est déjà sensoriel, justement. Le fait de jouer sur le... Si quelqu'un est... les hommes sont très sensibles à la dimension esthétique, à la dimension visuelle, il faut les satisfaire à ce niveau-là. Et inversement, si les femmes sont très sensibles à la qualité de l'expression orale, il faut aussi faire attention à ça. Autrement, ça ne passera pas, il n'y aura pas d'attirance.